Alors ce projet est né de la rencontre avec Jean-Faustin Mondoko. Une première équipe avait fait un reportage avec lui. C'est un sportif de haut niveau. Il était à l'époque à l'ESFRA, donc il y avait eu un reportage qui avait parlé de son parcours de sportif et son arrivée à Reims. Je l'ai rencontré dans ce cadre-là. C'est pas moi qui fais le reportage, mais voilà, je l'ai rencontré dans ce cadre-là. Et puis on a gardé contact. La Centrafrique, c'est un pays qui m'est cher, donc j'ai gardé contact avec lui. On s'est suivis, on s'est rencontrés à nouveau sur d'autres terrains. Il m'a tenu au courant de l'évolution de ses dossiers, de ses papiers, jusqu'au jour où il m'a dit, ben, Isabelle, j'ai obtenu ma réunification familiale. Et là, je me suis dit, voilà, il faut qu'on reparle de cette histoire et qu'on prouve que c'est possible, que des familles peuvent se retrouver malgré tout ce qu'elles vivent. Et donc, le point de départ, il est là. On a fait un premier reportage avec Jean Faustin et ensuite, on a proposé de partir en Centrafrique pour aller vivre les derniers jours avec sa famille là-bas à Bangui. Alors cette histoire, c'est l'histoire de toutes ces personnes qui arrivent, qu'on appelle banalement les migrants, qu'on a appelés les réfugiés, qu'on a appelés les boat people dans une autre époque. Et c'est ces personnes qui arrivent en France, en Europe, qui viennent se réfugier, trouver refuge. À travers ça, juste, on a tout dit. Ça veut dire qu'ils ne partent pas de chez eux de gaieté de cœur, évidemment. Donc c'est à travers cette famille, c'est montrer que l'on fuit un pays, non pas parce qu'on veut venir chercher l'Eldorado en France ou profiter des allocs, hein, comme le disent beaucoup, on entend beaucoup ça. C'est simplement parce que là-bas, sur place, leur vie est en danger, parce ils ont vécu des horreurs. C'est une famille qui a vécu des horreurs. Jean Faustin a été mutilé, il a été laissé pour mort, il a les stigmates de ses blessures encore aujourd'hui. Il était menacé de mort. Il a fait le choix de rester à Reims en laissant sa femme et ses 4 enfants là-bas, parce que il était sûr de mourir. Sa famille avait cette chape de plomb aussi en permanence sur les épaules. Elle est partie se réfugier au Cameroun, elle a vécu les pires horreurs pendant la guerre. C'est de ça dont on veut parler à travers ce reportage. Cette famille et tellement d'autres qui ne réussissent pas à se retrouver, d'ailleurs parce qu'ils meurent avant les 3 quarts du temps. Donc c'est de cette histoire-là dont on parle, c'est l'histoire de combien de personnes, combien d'autres personnes qui fuient leur pays et qui viennent se trouver refuge chez nous, en France, en Europe, en Allemagne. Voilà. C'est montrer l'état des pays, c'est montrer ce qu'ils ont vécu, les traumatismes qu'ils ont. Voilà, c'est parler de ça. Et à travers cette famille, c'est un exemple, c'est l'exemple de beaucoup d'autres. Alors c'est un pays que je connais. Ça a été la facilité. C'est un pays où je suis allée en 2012, en 2013, en 2016, en 2017. Donc c'est un pays où j'ai des attaches, où j'ai un réseau. Donc je pense que ça a évidemment fait la différence. Et peut-être que je ne me serais pas lancée d'ailleurs dans cette histoire sans avoir la connaissance précise de Bangui, de la Centrafrique, du terrain, et sans avoir sur place des gens de confiance qui ont pu travailler pour nous pendant des semaines pour pouvoir décrocher ces fameuses autorisations, aller dans les ministères, c'est long, c'est très très long, c'est limite supportable d'ailleurs. Il faut venir et revenir et revenir. J'ai dû aussi ici, moi, décrocher le téléphone pour appeler le porte-parole du gouvernement parce que ça ne s'emballait pas à la vitesse que l'on voulait. Il fallait qu'on ait les autorisations pour partir, avant de partir. Et donc c'est parce que la connaissance du terrain, elle est là. Je ne crois pas que ça s'improvise. C'est un pays difficile, c'est un pays où la misère est à tous les coins de rue, c'est un pays qui est très instable politiquement, très instable au niveau de la sécurité, et il faut se prévaloir de tout ça et donc prévoir le déplacement, les autorisations de tournage. Il faut avoir quelqu'un avec nous, voilà, en permanence, ce qu'on appelle les fixeurs communément. C'est effectivement ce qu'on avait, une personne qui s'appelle Tanguy qui nous a suivis tout le temps du tournage. Et puis, avec la famille sur place, on était aussi bien gérés. Ils connaissent la façon de faire de la population. Donc, quand on se déplaçait, par exemple sur les marchés, où voilà, il y a beaucoup de monde, il y a des motos qui passent, des voitures qui passent, hein, voilà, il fallait qu'on soit protégé, sans que ce soit une protection particulièrement forte, mais voilà, qu'il y ait du monde qui soit autour de nous pour gérer tout ça, quoi. Voilà. Et qu'on puisse aussi, nous, avoir
libre cours à ce qu'on devait faire et pas être aussi à regarder partout. Il fallait vraiment qu'on soit dans une liberté d'action aussi de notre côté. Donc ça s'est super bien passé. C'est un pays qui ne se remet pas de la guerre civile pour l'instant. Voilà, 2013-2016, ça a été de mémoire de Centrafricains, de paroles de Centrafricains, la pire période qu'ils aient vécue dans leur existence. Il y a eu des mutineries, des coups d'État, ils en ont connu beaucoup, mais cette période-là était la plus difficile et aujourd'hui, le pays ne se relève pas. C'est pire que ça, même parce que l'instabilité politique demeure, l'instabilité sécuritaire demeure. Le pays, vous verrez dans le reportage, je parle de 50% du pays occupé. Je pense que je suis en deçà de la réalité. On est plus près sans doute des 80% que des 50%. Occupés par des mercenaires qui sont sur des points stratégiques, c'est-à-dire là où sont les richesses. Hein. Voilà, des mercenaires qui sont à la solde. Évidemment, de qui si on pouvait avoir la réponse, je pense que ça solutionnerait beaucoup de choses. Et le pays ne va pas bien parce que cette instabilité demeure et voilà, le niveau monte d'un cran ces derniers jours. Voilà, les Centrafricains commencent à refaire du stock, à refaire des provisions. Ça me fait un peu frissonner. J'espère qu'on n'en arrivera pas à nouveau à ce que ça bascule, mais en tout cas, ça ne va pas très bien dans le pays. Et voilà, les Centrafricains ont vécu de telles horreurs pendant ces 3 années et demie de guerre qu'ils sont effrayés rien qu'à l'idée que ça puisse recommencer. Voilà, donc je ne sais pas, malheureusement, je ne suis pas dans les hautes sphères politiques pour savoir véritablement ce qu'il faudrait faire, mais c'est un pays qui souffre, c'est une population qui souffre, et c'est un pays éminemment riche où beaucoup d'Occidentaux sont. Voilà, je pense que là, on dit tout quand on dit ça, et ces gens-là méritent d'être heureux et méritent de pouvoir vivre dans leur pays en paix et de pouvoir profiter de tout ce qu'ils ont chez eux. Voilà, ça éviterait évidemment qu'ils viennent se réfugier ailleurs parce que ça va mal. On a beaucoup pleuré, on a beaucoup ri, on a été submergés. Voilà, c'est un pays moi que je connais bien. À chaque fois, j'en reviens avec beaucoup d'émotion. J'avais pas vécu à ce point immergé dans la population, immergé dans les quartiers. Ça a été parce que c'est un pays où on bascule très vite, tout de suite dans la misère, et où on peut vivre aussi des grandes joies avec ces gens qui, grâce à un groupe de musique, reprennent l'espoir, chantent, rient et retrouvent le sourire. Et tout ça en étant, voilà, en repartant ensuite vers leur vie très difficile. Donc on est passé par tous les stades d'émotion, je crois. Voilà, on a vécu dans les quartiers avec les gens et on a fini dans le bureau du président de la République. Vous imaginez aussi le grand écart entre l'un et l'autre. Et c'est ça aussi que l'histoire raconte, c'est que ce pays est un pays très pauvre. Il fait partie du top 10 des pays les plus pauvres du monde par sa population. Et c'est un pays qui fait partie du top 10 des pays les plus riches au monde. Donc c'est cette contradiction permanente de ce pays qui fait qu'on a des émotions. Enfin, c'est permanent. Et on revient évidemment, et moi j'en suis à mon 5e voyage, et à chaque fois, c'est la même émotion. Et à chaque fois, quand on revient ici, c'est voilà, il faut repasser un moment une espèce de sas de décompression pour pouvoir repartir dans sa vie. Voilà. Ça faisait presque 5 ans qu'ils ne s'étaient pas vus, donc c'était voilà, c'était quelque chose. Alors ça a été quelque chose. Le départ a été quelque chose d'impensable. Voilà, émotionnellement, on voit partir ces jeunes gens, cette maman accompagnée de ses 4 enfants. Ça a été un déchirement. C'est un déchirement pour eux. C'est toujours un déchirement pour eux. Le petit Patrick vit les choses différemment parce qu'il a 5 ans et demi et que voilà, pour lui, les choses seront différentes. Mais pour Nelly, pour Véran, Jeff et puis Naomi, 12, 13, 18 ans, 17 ans, forcément, leur pays, c'est pas celui-là, c'est pas le pays où ils arrivent, c'est la Centrafrique. Donc ils vont bien, ils ont retrouvé, reconstitué leur noyau familial. Et puis en même temps, ils se trouvent confrontés à la vie française et à l'administration française. Ils ne sont pas français, donc il faut qu'ils passent par tous les rouages administratifs. C'est somme toute logique. Mais ce qui est le plus important et ce qui est peut-être ce qui me met le plus en colère aujourd'hui,
c'est que si Patrick a fait sa rentrée des classes, très vite, à la rentrée des vacances de février, les 3 grands sont toujours à la maison. Ils ont passé leur test de niveau. Voilà. Aucune nouvelle de leur rentrée possible au lycée, au collège. Et ça, c'est juste insupportable. Ce sont des enfants qui ont juste une envie, c'est de se refaire des copains ici, c'est de rentrer dans leur vie française. Ils sont francophones, ils parlent français. Ils ont sans doute un niveau scolaire qui n'est pas le même que les Français. Mais juste, il faut les insérer dans cette vie-là. C'est leur salut. C'est comme ça qu'ils vont s'installer en France. Et là, je ne sais pas pourquoi, le test de niveau a été fait, les tests de niveau ont été faits et voilà, la famille n'a aucune nouvelle. Voilà, on arrive presque à la fin de l'année scolaire. Donc encore une année de fichu pour eux. Il y en a eu tellement pendant la guerre. Voilà, ça voilà, c'est vraiment, je trouve, je ne comprends pas pourquoi. Ce sont des enfants mineurs. L'État français doit les scolariser très vite, quoi. Donc voilà, c'est le point le plus difficile, je pense, pour eux, parce qu'ils s'ennuient à la maison. Donc il y a une bénévole d'une association qui vient leur donner des cours. Mais voilà, ils ont besoin de cette vie d'adolescent et de retrouver des copains voilà, de se faire à la vie française. Et c'est que par l'école que ça se passera. Voilà. Après, une problématique de logement, ils ont un toit sur la tête, c'est sans doute ce qui compte. Ils cherchent un appartement plus grand. J'allais dire, c'est presque un détail. Bon, pas tout à fait, mais c'est quelque chose d'important aussi. Voilà. Après, Nelly, la femme de Jean Faustin, a commencé sa formation en français, comme tous les primo-arrivants. Elle va ensuite aller se diriger vers l'AFPA pour pouvoir entamer une formation. Voilà. Ce sont une famille qui s'est bien retrouvée, mais qui vit des difficultés. Mais malheureusement, c'est aussi à travers eux les difficultés de tous les étrangers qui arrivent sur le sol français. Et c'est aussi jusqu'au bout ça que l'histoire veut montrer, c'est que à travers eux, il faut que les choses changent, il faut que les choses avancent. On ne peut pas se dire un pays libre, démocratique, accueillant, chaleureux, et faire ça, quoi. C'est pas possible. Donc j'espère que ces enfants vont rentrer à l'école très vite et vont pouvoir s'insérer dans leur vie et construire leur vie ici en France.